Voilà. Alors, ces quelques images qui ont suivi le générique, c'était pas un interlude, c'était pas l'occasion de vous dire préparez votre café tranquillement, on va converser, c'était vous plonger dans une ambiance, l'ambiance qui sera l'ambiance de la semaine puisque nous sommes un peu précurseurs, mais à partir du 17 novembre se tiennent à Genève les Floralies. C'est un moment vraiment fantastique qu'on va vous faire découvrir. C'était une semaine qu'on souhaitait consacrer aux fleurs, consacrer à la végétation. Et puis nous allons faire ce parcours avec deux personnages extraordinaires, parce qu'ils avaient, et en particulier Paul Schauenberg, qui est ici présent, que vous connaissez peut-être, parce qu'à une époque, il a beaucoup vulgarisé, beaucoup participé à des émissions de télévision ici. Cet homme, depuis tout petit, avait un rêve en tête, c'était de créer un jardin extraordinaire, comme dirait Charles Trenet, ou un jardin tropical. Il va réussir à le faire et il nous racontera comment. Rosemarie Choula, vous l'avez aidé, belle rencontre que l'on se racontera, et puis vous l'avez aidé à réaliser ce jardin extraordinaire à la Grande Canarie. Avec nous, Marianne Kouenou, qui est membre vous allez apprendre tout ce que tout cela signifie, membre du Jardin des Espérés, dès vous rentrez tout juste d'une visite sur le terrain. Alex Descotes, qui voyage toujours alors que nous on reste là, ce qui est absolument anormal. Raymond Tripot, qui est jardinier-chef au Jardin botanique de Genève. Et puis Erwin Meyer. Est-ce qu'il faut vraiment présenter Erwin Meyer, le zoo de la Garenne, un homme qui s'est engagé. Et vous avez été d'ailleurs copain d'enfance. C'est quelque chose qu'on va redécouvrir ensemble. Peut-être pour comprendre la motivation de tous ces deux, regardez. Je le définirais comme la concrétisation, la réalisation d'un rêve d'enfant qui m'a hanté, qui m'a poursuivi toute la vie. C'est un jardin qui a été créé en 1988 et qui héberge près de 4000 plantes différentes et qui nous permet de vivre enfin à l'ombre des fleurs et des arbres fruitiers tropicaux. Et vous, Rosemarie, votre rôle ? En premier plan, c'est une histoire d'amour, en fait. Une histoire d'amour qui a commencé avec Paul et ensuite une histoire d'amour avec le jardin. Sans cette force-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez rester avec nous parce que l'histoire est très passionnante. Vous venez d'arriver, pratiquement vendredi, vous avez quitté la Grande Canarie, votre jardin extraordinaire. Vous êtes arrivé ici, vous m'avez dit première chose, alors vraiment, ça n'a pas changé la Suisse, c'est toujours aussi gris. C'est toujours aussi gris, aussi froid. On a perdu un peu de bronzage à Cointin en débarquant.
Mais je suis très heureux d'être parmi vous tous. J'ai énormément d'amis en Suisse et puis j'y laisse quand même une bonne partie de ma vie, de mon cœur. Et je suis resté en contact étroit avec Genève et je suis particulièrement heureux de pouvoir présenter ce jardin qui est... Alors, on va se raconter l'histoire depuis le début. Vous allez à l'école à Genève et puis vous allez faire l'école d'horticulture. Dès le départ, vous aviez envie de vous intéresser aux plantes? Oui, j'ai toujours eu la passion des plantes depuis gamin. J'ai aimé les fleurs. Je suis un cas aberrant. On a toujours dit que j'avais un côté femme avec les fleurs. D'ailleurs, un jardinier est un homme très doux avec les fleurs. Nous sommes tous des grands sensibles, n'est-ce pas? Et est-ce que Rosemary Choula est de cet avis? Absolument. Alors oui, je le partage totalement. C'est ce qui m'a séduit d'ailleurs chez Paul Schauenberg. C'est ce côté-là. On va vérifier ça tout au cours de la semaine. Alors, vous aviez la passion des fleurs? J'avais la passion des fleurs et puis je voulais apprendre jardinier. Mon oncle étant jardinier à Holton, j'ai fait un stage d'abord et ensuite j'ai fait la vénérable école d'horticulture de Châtelaine, qui était mondialement connue, qui a disparu hélas et qui est devenue Lullier maintenant, mais enfin je crois que nous sommes des anciens de Châtelaine. Et ensuite... Vous avez fait des stages, naturellement, comme ça se fait dans ce métier-là? Oui, j'ai fait pas mal de choses, jardinier de cimetière, jardinier... la culture maraîchère ne m'intéressait pas beaucoup. Et la culture maraîchère m'a poussé à partir dans les tropiques parce que de récolter du rampon, quand on a les doigts gelés en hiver, c'était quelque chose d'épouvantable. C'est une expérience que chaque coup de bise me rappelle. Alors vous allez avoir un rêve, un premier rêve extraordinaire. Vous dites, moi, je veux aller au Brésil. Oui, parce que j'ai eu le syndrome du cocotier depuis tout petit. Moi, un palmier, c'était l'évasion, c'était merveilleux. Et je ne voyais jamais de palmier puisque j'ai pas voyagé. Le premier grand voyage, c'était pour le départ du Brésil. Le Brésil. Vous avez combien en poche pour partir? J'avais 435 francs suisses et rien d'autre. Non, et puis j'avais un visa d'immigrant agricole, n'est-ce pas? Ce qui est rare d'ailleurs. C'était rare. C'était un des derniers visas qu'octroyait le Brésil. Et puis j'avais la résidence permanente. Enfin bref, j'étais parfaitement intégré dans un pays dont je ne connaissais ni la langue, ni rien du tout, si ce n'est le rêve, la forêt tropicale. Et ce rêve que j'allais concrétiser, et alors, enfin. Vous allez exercer plusieurs métiers. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de votre période brésilienne? Quelques exemples de la période brésilienne. Eh bien, d'abord, j'ai eu un contact extraordinaire avec le ministre de Suisse, M. Darbellet, qui m'avait assis sur un sofa et qui me donnait des conseils. N'épouse jamais une brésilienne, ne bois pas, ne fume pas, enfin bref, des conseils très paternels. Qui s'était dévoué pour me trouver des emplois dans des grandes compagnies. Ces emplois tout le monde disait que c'était merveilleux, ma formation professionnelle, mais ne sachant pas le portugais, ça n'allait pas. Alors après, on m'a dit, il faut aller à São Paulo. Et là, le consulat suisse vous accueillera, c'était merveilleux. Je suis arrivé, bonjour monsieur Jean-Bert, nous vous attendons, nous avons une place pour vous, nous avons tout préparé. Et je suis devenu rosiériste. Et j'aimais les roses, j'aimais les fleurs, mais enfin les roses dans les tropiques, c'était une autre histoire. Et après, le secrétaire du consulat m'a dit, fais attention, j'avais atterri chez un rosiériste italien, il s'appelait Angelo Rinaldi, et ce type-là cultivait des roses, mais il savait pas les tailler. Alors les roses coupées avaient des tiges de plus en plus courtes. Et lui, son rêve, c'est d'avoir des grandes roses. Alors il me disait toujours, écoutez, il faut me tailler les rosiers. Et j'avais toujours un ou deux de ses fils derrière pour voir. Et puis au consulat suisse, ils m'ont dit, attention, quand ils seront taillés, tu auras fini ta place. On dit que vous allez également être rétameur de scies. Oui, alors après cette aventure qui avait terminé, parce qu'un beau jour, il me dit, écoute, j'ai plus d'argent pour te payer. C'est-à-dire que les roses étaient assez hautes, là. Oui, pas tout à fait, parce que je ne vais pas tout dire. Je m'étais réservé. Et il m'avait payé. C'était la première fois que je m'étais fait escroquer avec mon salaire. Il m'avait donné une grosse liasse de billets que je n'ai pas contrôlé. Et puis dans ma chambre, sur le lit, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient pliés. Alors bon, ça diminuait un peu. Oui, j'ai appris. Et ensuite, j'ai fait des professions diverses. Et entre autres, j'ai monté un petit atelier dans la cave d'un Allemand qui m'hébergeait,
j'avais acheté une machine pour rétamer les scies circulaires et on ne savait pas, ils n'étaient pas au point avec ces scies circulaires. Alors j'avais une très bonne clientèle, ça marchait très bien. Je m'étais branché sur le courant triphasé devant la maison dans un arbre, et puis un jour j'ai vu les services électriques qui couraient par là, et je suis devenu représentant de jouets en bois après. Je vous propose une petite séquence autour de la forêt amazonienne, puisque dans votre rêve, et ce rêve va persister toujours du jardin extraordinaire et de la forêt, de la découverte d'une autre végétation, eh bien, il y a ces images à propos desquelles j'aimerais beaucoup entendre votre commentaire. La SUDAM est la surintendance du développement de l'Amazonie. Cet organisme d'État a distribué généreusement dans toute l'Amazonie des fonds publics pour attirer les investissements et favoriser le plein succès de leurs projets. Le 98% du bois abattu sera brûlé sur place dès la fin août. Sur 1 hectare, c'est-à-dire sur 10 000 mètres carrés, 1 ou 2 arbres seulement seront emportés. La forêt détruite possédait bien plus de ressources qu'un pâturage. Un seul palmier pupunia, produit à lui seul, sans qu'on intervienne, plus de nourriture qu'une vache à l'hectare. Il serait possible d'enrichir la forêt sans la détruire au préalable. L'Amazonie possède une richesse infinie de fruits, de légumineuses, de condiments, dont on n'a pas étudié la gestion. Alors parlez-nous de votre découverte de la forêt. Eh bien, je suis très ému d'avoir vu ces images absolument dantesques et qui se reproduisent non pas seulement en Amazonie, mais dans toutes les forêts tropicales du monde. Et je trouve que c'est absolument scandaleux et gratuit de vouloir remplacer cette forêt si difficile à créer dans ces milieux naturels, qu'on ne pourra jamais remplacer d'ailleurs, pour en faire des pâturages et des herbages. Et là, j'aimerais rendre attentifs tous les gens qui sont des écologistes et qui croient qu'on détruit la forêt pour faire du papier et qui utilisent le papier recyclé parce que, soi-disant, on économise des arbres. C'est absolument, absolument faux. Parce que la forêt qu'on détruit en Amazonie, soit elle part en chips au Japon pour faire des contreplaqués, soit on la brûle, mais la forêt pour le papier est cultivée comme les petits sapins de Noël. Il y a des immenses cultures, il y a des variétés qui poussent plus vite que d'autres. En Suède, au Canada, des milliers d'hectares qui font de la pâte à papier qui se renouvelle. Alors cette forêt tropicale amazonienne, c'était vraiment, quand je l'ai découverte dans l'état de Rio de Janeiro, c'était la grande révélation, c'était cette opulence dont on peut rêver et cette difficulté en fait, parce que si vous pénétrez dans une forêt tropicale, vous ne voyez rien, c'est un rideau vert, on ne voit pas. C'est exactement comme les gens qui viennent visiter le jardin des Hespérides. Et si vous leur expliquez pas, regardez ça, on ne voit rien, on voit du vert ou des belles couleurs. Et c'était ma grande séduction de voir, et ma grande tristesse de voir que des hectares et des hectares qui disparaissent, et souvent avec la mort d'un seul arbre. Il y a 500 à 600 espèces de plantes dites épiphytes qui poussent sur cet arbre, qui disparaissent à tout jamais. Alors vous allez faire une période au Brésil et ensuite vous allez partir en Équateur. Qu'est-ce que vous allez faire en Équateur et pourquoi y allez-vous ? Eh bien, avant de partir au Brésil, j'avais postulé dans une 50aine de compagnies tropicales, en Afrique, partout, et entre autres à la United Fruit Company, qui est devenue la United Brands,
qui exploite à peu près le monopole de 80% des bananes de la planète. Elle a des filiales partout, dans toute l'Amérique centrale et du Sud. Et avant d'aller au Brésil, j'avais postulé précisément, et un ancien de Châtelaine, Paul Harry, qui nous regarde peut-être, bonjour Paul, il m'a contacté et il m'a dit « Ah, tu es un ancien de Châtelaine, je vais t'engager ». Alors on a rempli des grands formulaires ici à l'hôtel du Grutli, et c'était pas pour tout de suite. Et je suis parti au Brésil en oubliant tout ça. Et c'est mon frère qui m'a envoyé toute la documentation. On m'a dit, écoute, on t'attend au Brésil. Et comme j'étais dans une passe un peu sombre, je savais pas très bien s'il fallait faire comme aller me cacher dans l'Amazonie. J'avais plus d'argent à ce moment, je mangeais un jour sur deux. J'étais maigre, hein, pas comme maintenant. Et alors j'ai sauté sur l'occasion, j'ai tout de suite répondu à cette compagnie. Le consulat suisse m'a avancé l'argent et je suis allé en Équateur. 5 ans en Équateur pour s'occuper de quoi? De la banane, du cacao? Des bananes, oui. Alors j'étais chargé de 1200 hectares de bananes et j'avais 120 ouvriers. Et nous expédions environ 80 000 régimes de bananes chaque semaine pour les États-Unis. Et je m'occupais également de cacao, de production de cacao. C'était passionnant. Alors, Monsieur Meyer est là, et on va dire pourquoi Monsieur Meyer est là, parce que dans les rêves, vous avez le rêve du jardin extraordinaire, qu'on va découvrir. Monsieur Meyer, qui a partagé votre enfance, hein, qui était un copain à vous jusqu'à ce que, notamment, je crois même que c'est la dernière personne qui vous a accompagné lorsque vous êtes parti pour le Brésil. C'est ça, nous étions absolument intimes, on savait tout l'un de l'autre, nous collections des insectes, des animaux. On rêvait tous les deux rêvions de jardin zoologique, d'expédition dans les tropiques. Et à l'époque, il était engagé au CFF et il nettoyait les wagons la nuit. Et moi, j'avais mes valises. Ouais. Je suis monté dans le train qui descendait à Marseille, Saint-Charles, le train de nuit. Et Herbine était là. C'était le dernier qui était... Et on était là, on pleurait comme des gamins dans ce compartiment. Moi, je partais. Alors, vous aviez votre rêve du Brésil et du jardin, et puis vous aviez le rêve d'un jardin zoologique, hein, dont on va voir des images. C'est la Garenne, et puis après, vous nous raconterez. Regardez. Des chouettes harfang, de petites chèvres, des loups, la Garenne est un parc animalier spécialisé dans la faune européenne. Pas de tigres, pas de lions, mais des milans, des vautours et surtout des gypaètes barbus. Un jeune vient d'ailleurs de naître, il est encore tout brun, à côté d'un de ses parents. Et la reproduction des rapaces, c'est une des spécialités du zoo. Ça marche toujours, c'est près de 1000 rapaces, ces mammifères qui ont été remis en 30 ans. Et actuellement, nous avons un jeune gypaète, le 13e, qui va être soit relâché dans le Mercantour, soit conservé comme futur reproducteur. Ça, c'est une de vos fiertés, alors? Oui, c'est une chance que nous avons eue d'avoir un couple qui s'est admis. Le zoo, pourtant, est en proie à de graves difficultés, financières notamment, avec des pertes annuelles pour près d'une centaine de milliers de francs, et surtout un nombre de visiteurs qui diminue. Les écoliers en course d'école ont diminué de 9 000 il y a quelques années à 3 000 à peine maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui s'est posé, la restriction budgétaire qui s'est faite pour les cantons de Vaud et le canton de Genève, nous ont diminué ou supprimé une partie de l'aide que nous avions. Et malheureusement, je le dis et je le répète, nous n'avons pas assez de visiteurs. Aujourd'hui, c'est porte ouverte, il y a beaucoup de monde. J'aimerais bien que ce soit le cas le dimanche prochain, Pentecôte et lundi de Pentecôte. Ils n'ont aucune envie de fermer et ces 2 journées sont là pour permettre aux patrons et à tous les employés de le crier haut et fort. Les animaux se joignent à ce concert et les petits gémissements de cette jeune renarde sont des témoignages pour demander au public de penser à assurer la survie de ce zoo, pas comme les autres. Alors, Monsieur Meyer, ça c'est 1995, entre-temps il y a eu une fondation, mais les soucis d'argent et les soucis de gestion d'un lieu comme ça a été toute votre vie. C'est-à-dire qu'il y a un problème très vite expliqué, il n'y a aucun officiellement parc zoologique qui s'en sort. Sauf, excusez-moi, si vous prenez de l'exotique. Le public, et je me plais à dire, il veut de l'exotique dans tout. On parlait de bois là tout à l'heure. Alors ça commence d'abord par les plantes, on veut sa plante verte. Ensuite, on veut son lit en bois exotique. Ensuite, on visite des animaux exotiques. Ensuite, on adopte des enfants exotiques. On va très loin pour en trouver, quand il y en a chez nous. Et puis, pour finir, on va même chercher des femmes exotiques.
Hein, il y a des annonces dans la presse tous les jours, etc. Alors, le fait du désintérêt de la faune européenne, elle est logique. Quand j'étais gosse, mon père travaillait au CFF et j'avais des tarifs réduits sur les trains. Tous les mois, j'étais à Berne, Bâle ou Zurich. Bien sûr. Et le zoo de Berne, à l'époque, n'avait que des animaux d'Europe. Aujourd'hui, il y a du tigre, il y a des pythons, il y a des perroquets, Alors etc. vous, votre pari, c'était de garder les animaux Faune européenne. Alors on peut préciser que, vous allez nous réexpliquer tout à l'heure un peu les liens qu'il y a avec Paul. Vous dire aussi que naturellement, je pense que pour les animaux exotiques, vous avez sûrement raison. Pour les femmes et les enfants exotiques, ça relève de votre responsabilité. Complet. Mais absolument. Mais Paul, vous allez revenir après cette période en Équateur, en Suisse. Et pourquoi est-ce que vous rentrez ? Je rentrais pour une raison très précise. J'ai toujours été un chercheur, un dévoreur de livres et de bibliothèques, et un documentaliste, comme il y en avait très peu, puisque tout le monde au muséum me consultait pour dire « Dis donc, où est-ce qu'on peut trouver ça ?» Je connaissais la bibliothèque mieux que toutes les bibliothécaires. Et dans les tropiques, il ne se passe rien. Vous vous épuisez, vous sombrez lentement et il ne se passe rien au point de vue culturel. Et moi, j'avais cette soif de pouvoir me replonger. Vous rentrez en Suisse avec des rêves de nouveau plein la tête, mais lorsque vous êtes en Suisse, on vous retrouve magasinier puis gérant à la Migros. Oui, parce que mes rêves, ils se sont vite évanouis parce que j'ai demandé à gauche à droite pour trouver un emploi. Et puis je n'avais de nouveau plus d'argent. Et pour finir, je suis allé retrouver un de mes grands maîtres, décédé maintenant. C'était Monsieur Dumontet, qui était un maître de culture maraîchère à l'école d'horticulture, qui entre-temps est devenu membre du conseil d'administration de la Migros Genève. Et je suis allé vers lui, je lui ai dit, écoutez, je cherche du travail. Bon, il m'a dit, écoute mon vieux, ça t'intéresserait de gérant à la Migros. Alors bon, je me suis présenté et avec son aide, j'ai été engagé d'abord comme magasinier. Et puis ensuite j'ai été promu gérant, j'ai connu un peu toutes sortes de choses, vendu des boîtes de conserve. Et puis ensuite, vous allez vendre des machines agricoles, et puis ensuite, vous allez devenir conseiller technique chez Bayer, c'est-à-dire parler des pesticides, des herbicides. On parcourt un petit peu vite, parce que c'est une vie qui est extrêmement remplie. Mais à ce moment-là, vous vous dites, et c'est là de nouveau le lien avec M. Meyer, vous dites, moi, j'aimerais faire un diplôme et j'aimerais me faire une thèse en zoologie. Et vous vous intéressez au chat sauvage. Pourquoi le chat sauvage ? Le chat sauvage, mais si vous abordez le sujet des chats, alors je vais non, pleurer. on a 4 jours, donc on pourra reparler des chats. Je vais pleurer, parce que les chats, c'est mes grands amours. Ce sont des animaux extrêmement intelligents qui voisinent les primates au point de vue développement cérébral et social, mais qui communiquent difficilement. On fait un peu de la micro-psychologie et c'est très intime, ils sont très discrets, très pudiques. Et j'ai toujours eu l'amour des chats. Et le chat sauvage d'Europe, à l'époque, n'était pas connu. J'ai commencé à étudier. Et surtout, on ne savait pas distinguer le chat domestique du chat sauvage. Alors j'ai étudié des centaines et des centaines de crânes des deux espèces. Et bref, j'ai trouvé un indice qu'on appelle un indice crânien qui est absolument infaillible. Qui permet de distinguer l'un de l'autre. Absolument, infailliblement. Et les grands ténors de la zoologie allemande disaient Schauenberg hat eine glückliche Hand, c'est-à-dire qu'il a eu la main heureuse. Voilà. Et là, j'ai développé, j'ai fait toute la France, on a récolté des centaines de spécimens des braconniers et des gardes-chasse. J'ai étudié le chat sauvage. Monsieur Meyer, vous avez eu aux zoo de la Garenne des chats sauvages. Comment Parlez-nous un peu du chat sauvage. Beaucoup. Mais d'abord, j'aimerais préciser un tout petit détail. Paul, tu as commencé d'abord par les jeunettes. Oui, on va... Ça reste, non, d'accord. Et les mêmes vont se retrouver 15 jours après. Il a encore étudié. Parce que cet homme est extrêmement riche. Il a fait tant de choses. Mais dites-nous, les chats sauvages. Alors, c'est comment... on dit que le chat sauvage, paraît-il, est l'animal le plus difficile à domestiquer, si on peut même l'envisager. Alors, à ma connaissance, des tests ont été faits et c'est valable quasiment pour tous les mammifères sauvages. Bébé, ça s'apprivoise très bien, ça s'adapte, l'homme devient son conjoint, son frère, ou ce que vous voulez. Malheureusement, les problèmes qui commencent, c'est au réveil sexuel. Là, il y a une rupture qui ne joue pas. Alors, le chat sauvage, l'image que j'aime bien donner par rapport aux cages que nous avions, des chats Apple, entre autres en pension et d'autres que j'avais reçus, eh bien, je disais, le chat domestique qui descend d'un arbre, il tombe.
Le chat sauvage qui descend d'un arbre, il descend au ralenti. D'accord. Et je crois que c'est pour moi la meilleure image qu'on peut donner. Maintenant, il faudrait peut-être juste préciser que quand on parle de chat domestique, chat sauvage, il ne faut pas mélanger le chat domestique qui est redevenu sauvage et qui s'appelle le chat arrêt. Voilà. Celui qu'on reconnaît, le chat sauvage, c'est celui qui a des poils sur les oreilles? Oui, il a une ligne dorsale noire, il a une queue annelée avec un manchon terminal noir qui est caractéristique et qui ne se retrouve pas chez le chat domestique. On parcourt un peu le chemin, et on y reviendra toujours cette semaine, parce que dans votre parcours, il y a rédacteur scientifique auprès du WWF, vous allez faire des missions auprès du tapir, le tapir des Andes, vous allez vous occuper des parcs nationaux de l'Équateur. Mais alors, en 64, vous avez une possibilité qui est celle de travailler au musée d'histoire naturelle de Genève. Pour y faire quoi? C'est ça. Le musée de Malagnou, ce qu'on appelait le nouveau muséum, venait d'être construit, terminé. Et il y avait l'ouverture de la galerie, c'était faite en 1995, 64. 64. Je me brouille avec les mathématiques. Enfin, monsieur pourra nous le dire, c'est 64. C'est 64. Alors, le directeur, monsieur Dautran, qui est venu me chercher, m'a dit, écoutez, j'ai besoin de vous, parce que pour les relations publiques. Et je suis devenu, donc, conservateur des galeries publiques, préposé aux relations publiques. Et c'était ma charge de promouvoir le muséum de Genève, de faire... Mais alors, parallèlement, vous rêvez de devenir quand même un vrai chercheur. Pour être un vrai chercheur, il faut faire un diplôme et une thèse, et vous allez passer votre thèse. Disons déjà, pas pour être chercheur, mais pour obtenir le titre de conservateur, c'était dans les cahiers de charge de l'administration municipale de Genève, il fallait être docteur et sciences. Et vous allez le devenir avec quel objet de thèse? Ah bien, avec l'indice crânier des félidés, toujours dans les félidés. Ça a été très très longtemps, pendant plus de 20 ans, ma spécialité mondiale, avec des publications qui... Alors, quelques images du musée, parce que pour que vous puissiez nous dire aujourd'hui s'il a beaucoup changé depuis l'époque où M. Schauenberg a commencé, puisqu'il y est resté longtemps. Les gens viennent... trouver un univers exotique, visiter la Vieille Serre, le jardin d'hiver par exemple, qui imite un peu la jungle que vous pourriez retrouver en Amazonie par exemple. Ils viennent rêver. Ils viennent rêver, écouter le bruit des oiseaux, ça je ne sais pas, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais voir des fleurs spectaculaires, se retrouver dans l'humidité chaude sous les palmiers. Vous avez des habitués? Ah oui, certainement, il y en a beaucoup. Il aura fallu un véritable travail de fourmi pour remettre en état le jardin d'hiver des conservatoires et jardin botanique de Genève, caractérisé par cette superbe grande serre construite en 1911. Elle tombait en ruine, quoi. C'était tout rouillé, en bas ça tenait plus, il y avait des rentrées d'air extraordinaires, ça coûtait un maximum en chauffage. Le système de chauffage, les 1500 pièces de sa structure métallique porteuse et les 750 mètres carrés de verrière, tout y a été restauré ou remplacé scrupuleusement, selon les plans d'Henri Juvet au début du siècle. Alors, dans nos rêves, vous aurez corrigé de vous-même, on était au jardin botanique, on n'est pas allé au musée, mais vous nous rappelez quand même quelle est l'importance aujourd'hui du musée? L'importance du jardin botanique aujourd'hui, on peut dire que sur la place, c'est quand même un endroit, un musée qui est... C'est un musée vivant, quoi. C'est un musée vivant très important et nous avons de la chance que nos autorités le maintiennent et le suivent de près. Et vous vous rappelez de Paul Schauenberg, qui était à la fois au jardin botanique et au musée d'histoire naturelle? Comment était-il? Alors moi, je me rappelle un peu de Paul Schauenberg. Bon, je suis beaucoup plus jeune. Et j'ai aussi vous passé... fait un sort, là, à mon avis. Je suis beaucoup plus jeune, j'ai écouté cher monsieur. Je vous en prie. Moi, j'ai appris à connaître cet homme. Enfin, il était au musée de Malagnou. Quel tempérament avait-il? On a dit tout à l'heure, les jardiniers sont des gens sensibles. Est-ce qu'il ne faisait pas montre d'un peu de caractère, quand même? Moi, je débutais à cette époque au jardin, et quand il passait, c'était déjà l'homme de science pour nous. Il vous impressionnait? Oui, qui m'impressionnait, parce qu'en fait, quand il avait passé, on parlait que Paul était venu au jardin. Alors, il y a quelqu'un qui va impressionner aussi beaucoup, c'est Rosemarie Choula, parce que vous êtes journaliste. Alors, on reviendra sur votre parcours de vie à vous demain, mais vous êtes journaliste au Journal de Genève. C'est ça? Non, Paul écrivait pour le Journal de Genève. Et vous? Et moi, j'ai écrit pour le Matin. Enfin bon, j'étais journaliste indépendante et j'avais diverses chroniques. Un jour, dans la réunion de rédaction, on dit
il faudrait aller faire l'interview de Paul Schauenberg. Oui. Et là, vous vous battez assez bien pour avoir le sujet. Je me suis pas du tout battue d'autorité. J'ai pris la fiche qui informait que le Léman vivant venait de sortir. Oui. Et j'avais entendu parler de Paul Schauenberg. C'était déjà un homme qui m'attirait, qui m'impressionnait, je ne sais pas. C'est après qui m'a impressionné. Et donc, j'ai pris l'interview. Alors, il vous a reçu dans son bureau. Voilà, et puis... Puis vous n'en êtes pas ressorti. Enfin, j'exagère. Non, je suis ressortie toute seule, mais avec la certitude qu'on ferait notre vie ensemble. C'était extraordinaire, c'était vraiment ce qu'on appelle un coup de foudre, et qui a duré, puisque ça Mais fait 15 ans. cet homme qui a la bougeotte, il va vous séduire de quelle manière? En vous proposant un tour du monde? Qu'est-ce qu'il vous propose? Oui, tout de suite. D'abord, il avait une pile de documentation concernant son travail, et puis on a parlé à bâton rompu de choses tout à fait intimes, et puis il m'a dit « Ah, on devrait voyager ensemble ». Nous aurions été rapides aussi. Hein, on était très rapides, je lui ai dit rapide. « Excellente idée », et puis voilà, c'était archi simple. Alors où allez-vous l'emmener d'abord? Eh bien, nous sommes partis aux Seychelles, qui est un petit paradis terrestre extraordinaire, parce que la luxuriance des palmiers et de la végétation est inégalée. Même dans les îles du Pacifique, je l'ai emmené là, on a fait des belles photos. Puis ensuite, vous lui avez parlé de votre jardin extraordinaire, quand même. Oui, c'était Pas toujours l'attente. J'ai dit, j'aimerais avoir des plantes comme ça dans un jardin qui serait à moi. Parce que je veux pas dire que je suis possessif, mais j'aime pas travailler pour les autres, ni chez les autres. Et je me suis dit, on pourrait faire quelque chose. Et nous sommes allés 2 fois aux Seychelles, et ensuite une mission à Madagascar. Et maintenant, les Seychelles sont chez nous, Madagascar est chez nous sous forme de plantes qui prospèrent. Parce que vous lui dites, on pourrait aller à la Grande Canarie pour y faire un jardin, et vous vous renseignez, et puis les gens vous disent, non, ça c'est vraiment pas l'idée du siècle, aller faire un jardin en Grande Canarie. On a étonné beaucoup de monde, parce qu'à l'époque, enfin toujours actuellement, la Grande Canarie, en fait, elle n'a pas très bonne presse au niveau touristique. Tous les gens disaient, mais qu'allez-vous faire à la Grande Canarie? Il n'y a que des Allemands et des saucisses. Alors Alex, emmenez-nous d'abord. Hein, oui, alors... on y arrive, on y arrive. Ni l'un ni l'autre. Ni allemand ni saucisse. Bon, très bien. Non, mais je vais quand même... Non. Oui, alors je vais vous y emmener. Ce jardin, il faut le mériter, donc il faut d'abord passer par le chemin des touristes. Il faut faire tout le tour de l'île pratiquement. On arrive au nord-est à l'aéroport, on fait le tour de toute la côte touristique avec des entassements en tout genre. Et heureusement, le dernier village, Puerto Mogan, qui est l'endroit où on ne peut pas continuer au bord de la côte et où il faut monter dans la montagne en direction de Saint-Nicolas, donc en direction de chez vous, ce lieu-là, il est plutôt plus joli que les autres. Petite escale et ensuite, on va chez vous. L'attitude pour commenter, mais c'est à peu près la vision qu'on a depuis le haut, et là, depuis la jetée. Tout ça, il n'y avait rien il y a quoi, 5 ans pratiquement, 5 ou 6 ans. Tout ça a été 10 ans, mais ça a commencé il y a 10 ans. Donc ce n'est pas un vieux port restauré, c'est vraiment fait de toutes pièces. Mais par rapport à d'autres entassements touristiques, on peut dire que c'est quand même plutôt plus joli. Est-ce que vous y allez souvent, vous, là, à cet endroit qu'on est en train de voir? Oui, bien sûr, parce qu'il y a quand même des magasins, il y a notamment une ferretterie où on va acheter des vis, des clous, des choses comme ça, et c'est tout à fait plaisant. Et pour revenir à ce que disait Alex, Puerto Mogan est considéré comme le plus bel endroit des Canaries au niveau touristique. Bien sûr. La petite Venise. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que le lieu est beau. Alors, il pourrait être fantastique si les gens avaient en moyenne entre 20 et 40 ans, mais on a plutôt les deux bouts, c'est-à-dire des retraités qui viennent là passer le temps, et puis ils sont généralement avec des mioches qui n'ont pas encore l'âge de l'école, pendant que les parents, eux, travaillent et gagnent des sous en Europe. Alors le résultat, c'est que le lieu est splendide, mais que la vie ne commence, on peut dire, que le soir, c'est-à-dire que quand ceux-là sont couchés et que ce qui reste d'Espagnols et de Canariens va grignoter quelques tapas dans des bistrots qui sont moins touristiques. Et puis, bon, malgré tout, c'est très beau. Il y a un bel endroit dans un passage. Il y a cette fresque que j'ai filmée au soleil couchant. Je ne sais pas si vous l'avez jamais vue comme ça, regardez. C'est un Anglais qui l'a faite, c'est magnifique. Elle a une signification particulière? C'est des fresques de la vie de Mogan. Et qui représentent des personnages qui vivent dans le golfe.
Et puis des couleurs, et puis vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait même un sous-marin jaune, un Yellow Submarine, mais ça évidemment c'est pour les touristes, il n'empêche que ça permet de voir pas mal de choses au-dessous. Et puis je voudrais vous garder encore quelques instants juste pour cette image, parce que rien que cette couleur donne envie d'y aller. Parce qu'il faut quand même que vous nous disiez, Paul, je crois que le climat est à peu près celui-là toute l'année. On peut à peu près dire ça? Le climat est extraordinaire parce que nous ne sommes pas du tout dans le système météorologique de l'Europe climatique. Nous sommes dans les alizés. Ouais. Et le climat est constant depuis 12 ans, la 12e année que nous sommes là-bas. La température absolument minimale que nous avons enregistrée, c'est 10 degrés centigrades au-dessus de zéro, une nuit de janvier. Alors, on mourrait de froid. Vous avez dû avoir un choc ce matin. Oui, je vous dis, on a Ils sont arrivés, ils étaient emmitouflés, je vous dis pas. Alors, de quoi vivait-on, Alex, sur cette île, lorsqu'il n'y avait pas le tourisme? Alors, s'il n'y avait pas de tourisme, il y a eu un certain nombre de ressources, pas très importantes. Il y en a une que je vous suggère de regarder d'abord. Vous essayez de me dire si vous savez à quoi ça correspond. Regardez, ce sont les mains de Rosemary qui vont intervenir sur ce cactus pour prélever cette chose blanche qui est en fait un animal. Le reste, je vous laisse le deviner. Bon, on va peut-être demander à Monsieur Tripot, vous voyez de quoi il s'agit? Alors, il s'agit des cochenilles qui vivent sur beaucoup de plantes, il y en a plusieurs sortes, et celles-ci en particulier sont assez impressionnantes sur les Opoinia, donc sur des cactus dites mains de gloire. Là, les jeunes de Kenner font une drôle de tête parce qu'ils trouvent quand même que c'est un peu... Il s'agit de quoi? Ça a été pendant de nombreuses années l'un des seuls moyens de teindre la plupart des tissus. La cochenille n'était pas encore remplacée par le 300, je ne sais plus combien. Donc ça a été l'une des sources de revenus de la région. Alors, c'est l'acide carminique, c'est pas du sang, c'est ce que j'explique aux visiteurs. Alors on vous retrouve parce que il y a l'arrivée un peu féerique, le bord de mer, l'endroit très très agréable, mais c'est pas ce que vous cherchez. Vous cherchez un endroit où créer votre jardin extraordinaire et vous allez le trouver, mais où? On va le trouver tout à fait par hasard, c'est pas le mot en fait. On a toujours vécu sur des espèces de certitudes, c'était tracé, on peut dire. Paul m'a dit, moi j'aimerais faire un jardin à Mogan, dans la vallée de Mogan, ou nulle part ailleurs. J'ai dit, écoute Paul... Mais pourquoi vous aviez choisi Mogan? Parce qu'au point de vue climatique, c'est une vallée qui est à l'abri des vents du nord, qui a un climat extraordinaire, qui n'est plus subtropical, qui est déjà du côté des tropiques. C'est ce qu'on appelle la zone 11, la zone de végétation. Et je voulais être là. Alors, donc avec une telle certitude, j'ai dit, écoute, on va pas prendre la peine de chercher, ça va nous tomber dessus. Et effectivement, on était en mission avec l'Office du tourisme de la Grande Canarie. On traverse la vallée de Mogan, moi je ne la connaissais pas. Et en discutant dans la voiture, je vois tout à coup un panneau qui se balance, c'est Vendée, mais je réagis 5 minutes après. Je dis, mais dis Paul, on est bien dans la vallée de Mogan ici. Je dis, alors tu vois, il y avait un écriteau. C'est notre maison. On est allé, on s'est arrêté, on a fait connaissance avec les paysans qui disaient oui, mais en fait c'est très ennuyeux parce que on aimerait vendre aussi avec le jardin et les gens ne le veulent pas. On s'est regardé, c'était exactement ce qu'on voulait. Signe du destin. Oui, absolument. Alex. Alors on y va petit à petit, mais quand même, Mogan, Puerto Mogan c'est en bas pour les touristes, et puis Mogan qui est au-delà de Los Navarros chez vous, à quelques kilomètres, c'est le village des insulaires, et c'est totalement différent, on y va avec votre voiture de luxe. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait conforme aux règles de l'environnement, vous allez voir, mais... Elle passe quand même une visite. C'est vrai. Vous allez voir, c'est un diesel qui a vécu, là, quand même. Elle a plus de 20 ans, cette voiture. Et alors là, on va voir quelque chose. C'est évidemment pas un décor de cinéma ou de théâtre, ce sont de vrais moulins. Et c'est vrai que c'est une île, on parlait des alizés tout à l'heure, c'est une île dans laquelle il y a toujours du vent en permanence. Vous le verrez, non pas sur les cactus parce qu'ils sont solides, mais pour le reste. Et puis alors, au plan de l'histoire,
Voilà, on arrive dans ce petit village de Mogan, et au plan de l'histoire, il faut se rappeler quand même que les Canaries, c'est de là que le général Franco est parti pour faire ce qu'il fit, et il se trouve qu'aux Canaries, eh ben, on en a gardé plutôt un bon souvenir, et les rues continuent à s'appeler allègrement Calle Général Franco. Puis voilà le lieu où vous allez habituellement vous approvisionner, mais je crois qu'il va être temps là maintenant qu'on aille vraiment à la découverte du jardin. Oui, peut-être en vous demandant à vous, madame, parce que vous êtes nouvelle membre du Jardin des Hespérides, qu'on va enfin découvrir, ou qu'on découvrira plus sérieusement encore demain, bien sûr. Mais vous venez de rentrer, c'est la première fois que vous y alliez. Si vous deviez nous décrire leur jardin, que pourriez-vous nous dire ? Alors nous, on nous avait dit qu'il fallait... Bon, nous y sommes allés à pied, nous l'avons vraiment mérité. 1h30 sur la route, et on a deviné où il était parce que c'était très verdoyant. On s'est dit ça doit être là probablement, et on avançait, il faisait une chaleur torride. C'est magnifique, c'est un paradis. Oui. Il y a des orangers, il y a plein d'arbres d'avocats, on dit avocatier. Avocatier, d'accord. C'est beau, mais c'est encore plus beau quand on le voit avec Paul qui nous fait voir les choses, qui nous les explique, qui nous les montre. Mais il y avait des bougainvilliers magnifiques, il y avait toutes les couleurs, c'était somptueux. Et ce qui vous a frappé, c'est que ce jardin extraordinaire, il est extraordinaire parce que autour, il y a beaucoup moins de végétation. Alors quand on regarde à côté, on voit le travail qui a été fait. Hein. C'est très aride. Et je savais aussi l'histoire du jardin. Je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient travaillé sur ce jardin, qui avaient enlevé des pierres, qui avaient désherbé, qui avaient fait un travail vraiment très important. Non, c'est magnifique. Alors Alex, on y va cette fois. Cette fois, on suit. Alors, on est dans une des allées du bas et on part à la découverte d'une plante assez surprenante tout de même. Il faut quasiment savoir que c'est une plante. Regardez, on y va. On y va d'ailleurs au rythme de Paul, qui est non pas lent, mais calme. Et on va s'approcher d'une plante que vous avez vue, sans doute aussi Marianne. Elle vient, sauf erreur, d'Afrique du Sud. Nous sommes là devant une plante qui est sud-africaine, qui s'appelle Avortia truncata, c'est-à-dire la avortia tronquée, qui a une forme très curieuse de feuilles, et qui mime en somme une plante qui a été broutée par une antilope ou par un zèbre. Et ça, c'est sa forme tout à fait naturelle. Elle est complètement enterrée. C'est une plante assez grande, de 30 cm de longueur, qui est enterrée. Et seule la surface des feuilles est là. C'est une plante qui a 10 ans et qui est immuable, qui va vivre encore peut-être 20 ou 30 ans, comme ça, sans bouger. Et la lumière solaire pénètre là sur cette surface et pénètre jusqu'au fond des feuilles. Elle fleurit blanc, c'est une plante sud-africaine qu'on n'arrive pas à la voir dans la nature tellement qu'elle est camouflée. Dans un lieu comme ici, qu'est-ce qui existait avant votre arrivée et qu'est-ce qui a été rajouté? Les cactus étaient là, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, c'était un terrain qui était complètement un terrain vague, desséché, sans eau et plein de cannes de Provence, de cactus et d'agaves. Il restait un grand palmier, mais c'était un terrain complètement de caillasse. Il n'y avait que de la caillasse. D'ailleurs, le propriétaire, quand il me l'a vendu, m'a dit « Te fais pas de soucis, j'ai jamais rien fait ici, tu pourras rien faire et il se passe rien. » Et comme avec l'entêtement des Suisses, j'ai dit il va se passer des choses. Alors on a commencé à transporter des cailloux, à enlever des pierres et on a découvert que dessous il y avait de la terre. Alors il y a eu un gros travail. Sous chaque chemin, on a enterré 1 mètre de profondeur de cailloux et petit à petit, ça a pris forme. Il y a encore des régions qui sont pas finies. Ça, c'est la dernière partie du jardin que nous avons aménagé, que nous sommes en train d'aménager. Un jardin n'étant jamais fini. Et nous avons le plaisir ici d'avoir une flore, surtout de cactus, extraordinaire dans cette partie. Mais rien ne pourrait vivre sans eau. L'eau vient d'où et comment est-on sûr qu'elle viendra encore demain? Grande question terrible dans cette vallée de Mogan. L'eau vient par arrosage, c'est-à-dire nous avons fabriqué une citerne très haut au sommet du terrain derrière la maison. Elle passe sous la route par des tuyaux
Et ici, nous arrosons avec de l'eau, c'est la même eau potable que nous utilisons dans la maison, c'est de l'eau très bonne qui vient. Elle vient et parfois elle ne vient pas. Il y a quelque temps, nous étions 15 jours sans eau parce qu'ils avaient asséché le lac et ils avaient oublié de se brancher, toute la commune d'ailleurs, sur un autre lac. Ce qui est fait maintenant, heureusement, nous pensons qu'il peut y avoir de l'eau pour toute l'année. Mais c'est un peu aléatoire tout de même. C'est une loterie, une gageure. Nous essayons. Voilà, puis Alex, il y a encore d'autres difficultés. Oui, alors bon, là, on parle de la genèse du jardin. Il y a à peu près 10 ans, un peu plus, le début. Et puis de ce lieu, aride, va naître une allée splendide. Elle ne s'appelle pas Général Franco, je vous la montre. C'est une allée qui était en tout cas au moment où je me suis rendu, rempli jonché de pétales de bougainvillée. Et on a vraiment l'impression de marcher là de marcher sur des fleurs, mais de marcher de la pointe des pieds sur des fleurs. Cette allée, elle a une histoire, je vous dis, elle s'appelle pas Général Franco, elle s'appelle Allée Monard, et Paul va nous expliquer pourquoi. Allée Monard, pourquoi? Allée Monard, parce que Henri Monard était un des pionniers des Hercules. C'était en fait le premier membre de l'association qui est venu au Jardin des Hespérides avec son épouse. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de jardin, il n'y avait pas de on s'asseyait sur des cailloux, on dormait sur des tas de feuilles. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et nous avons imaginé dans le bas du jardin, c'est-à-dire au lieu où nous nous trouvons maintenant, de créer une allée de fleurs, un tunnel de fleurs, une allée de bougainvillée. Et Henri Monard a fait le plan, a planté les poteaux, a créé cette allée qui a été inaugurée avec une bouteille de champagne et de l'accordéon de Rosemary. Et c'était une grande fête, c'était la première réalisation du Jardin des Hespérides. Et les poteaux étaient en bois, et cette allée a toute une histoire parce que les poteaux de bois ont subi un violent coup de vent et toute l'allée s'est pliée comme un accordéon, comme un domino, et j'ai dû la remonter tout seul. Et ensuite, j'ai remplacé les poteaux de bois par des poteaux métalliques et une armature métallique. Mais par amitié pour Henri Monard, j'ai conservé les vieux poteaux qui sont symboliques ici, sont mangés par les termites, mais ils tiennent toujours. Et nous avons vraiment baptisé cette allée Henri Monard. Bon, ce qu'on voudrait dire aux téléspectatrices et téléspectateurs, c'est que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Paul et à Rosemary, 708 99 00, vous nous appelez, ce d'autant plus que le Jardin des Hespérides, dont on va longuement parler demain, puisqu'on est au terme de notre première émission, il y a autour de ce jardin une association des amis du Jardin des Hespérides. Vous pouvez nous dire en quoi consiste cette association? Alors au début, lorsqu'on s'est lancé dans cette aventure, évidemment, la question la plus nécessaire était de savoir comment on allait obtenir des fonds pour réaliser ce jardin. On comptait bien sûr sur nos publications, mais ce n'était pas suffisant. Donc j'ai créé l'association des Amis du Jardin des Hespérides, dont je suis présidente, et nous avons tout de suite, dès le début, publié un bulletin d'information. Qui s'appelle le Jardin des Hespérides, 4 fois par an. Oui, oui. Et évidemment que les objectifs de l'association sont de permettre au jardin d'exister. Et on a commencé avec des moyens fort modestes. Et chaque année, on essaye d'augmenter le nombre de membres et des revenus. Alors, juste un dernier mot pour nous dire. Vous, quelle est l'image que vous retiendrez de ce jardin? Beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. Et je cheminais avec Paul à mes côtés et il me racontait plein de choses. J'avais l'impression de suivre un cours à l'université. Il y avait tant de possibilités que j'avais envie de tout apprendre avec lui. C'était fou. Il faut revenir. Je vais revenir. Paul, est-ce que votre rêve est complètement réalisé à partir de... Il est complètement réalisé et ça va au-delà, ça crée un rêve, crée de nouveaux rêves et on continue toujours, comme je l'ai dit,
Un jardin n'est jamais fini, mais ce rêve est devenu réalité. C'est un peu la fin d'un rêve. Et la réalité est encore plus belle que le rêve. Et vous faites régulièrement visiter votre jardin si des téléspectateurs veulent s'y rendre, c'est possible? Oui, tout est possible. On prend rendez-vous par téléphone et il faut s'enseigner parce que le jardin est privé. Personne n'y entre, mais nous avons chaque semaine un groupe de visiteurs qui vient. Ce sont des personnes allemandes qui s'intéressent, qui sont motivées. C'est pas le touriste et ils viennent de l'hôtel La Canaria, qui est membre d'honneur de l'association. Et nous faisons une visite commentée pendant 2 heures. Alors on va vous retrouver demain parce que on va entrer dans le détail du jardin, n'est-ce pas Alex? On va découvrir de quelle manière. C'est pas très simple d'avoir un palmier, c'est pas très simple d'avoir des plantes tropicales, ça demande un certain travail, vous verrez, c'est absolument passionnant. Et des lithopses. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et toujours ça dans le cadre des Floralies, qu'on ouvrira plus largement au cours de la semaine. Merci Monsieur Meyer d'être venu nous voir, merci Monsieur d'être là. Gardez vos rêves et puis à demain. Merci.